à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors, jusqu'à présent, notre application Cafégramme ne nous permet d'afficher qu'un nombre limité de cafés. Mais comment faire pour qu'un utilisateur puisse rajouter lui-même son café favori? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment on peut arriver à ce résultat. Je vais vous montrer comment créer un formulaire, tout d'abord, qui permettra à l'utilisateur de renseigner les informations concernant son café favori. Ensuite, je vous montrerai comment on peut accéder à l'album photo ou à la caméra d'un iPhone pour prendre le café en photo. Et enfin, je vous montrerai comment on peut configurer des contraintes spatiales d'un objet en dur dans le code. Voilà, donc ça c'est le programme d'aujourd'hui et si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, pour commencer le cours d'aujourd'hui, ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'on va importer ces icônes dont on va avoir besoin dans le cours d'aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description en dessous de la vidéo. Vous allez télécharger ces icônes et vous allez les importer dans le dossier Assets, ok? Donc vous sélectionnez les 4 icônes et vous les relâchez comme ceci, d'accord? Ok, ensuite, pendant qu'elles sont toutes les 4 sélectionnées, vous allez dans la partie de droite et vous allez cocher Resizing Preserve Vector Data, ok? Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on va ensuite se diriger dans main.storyboard pour créer le design de notre nouvelle vue qui nous permettra de rajouter un nouveau café. D'accord? Voilà. Ok, donc quand on arrive ici, vous allez dézoomer un peu notre vue, ok, comme ceci. Et là, comme ça, vous devriez avoir une vue comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans Object Library, on va aller chercher un objet TableViewController. C'est celui dont on va avoir besoin aujourd'hui. Alors, vous prenez celui-ci, vous pouvez le placer ici par exemple. Ouais, on va dire là, comme ceci. Ça n'a pas d'importance. Ok, une fois que c'est fait, vous allez rezoomer vers ce TableViewController. Ok. Alors la première chose à faire, c'est que vous allez sélectionner TableView dans Document Outline. Et ici dans la section de droite, dans Attributes Inspector, vous allez changer son contenu en cellule statique au lieu de cellule dynamique si vous préférez. Comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez qu'on a 3 cellules statiques qui apparaissent. Or nous, pour le design de notre formulaire, si je peux l'appeler comme ça, on va en avoir besoin de 6, d'accord? Et donc pour ceci, vous allez ouvrir dans le Document Outline cette section, cette sous-section Table View Section, vous vous placez dessus et là, vous allez passer les rows, c'est-à-dire les cellules de 3 à 6, comme ceci. Voilà. Donc une fois que c'est changé, vous devriez avoir ce nouveau design. Ok. Ensuite, on va commencer à créer le design de chacune de ces cellules. Ok. Donc la première, vous vous placez dessus, donc soit vous vous mettez via Document Outline, soit vous cliquez directement sur le design, d'accord, comme ceci. Et dans Size Inspector, c'est-à-dire ici, vous allez changer sa hauteur à 200. Ok, et vous appuyez Entrée. Donc là, vous voyez que la cellule a grandi en hauteur. Et donc là, on va lui apporter quelques modifications pour la personnaliser. Donc la toute première, c'est qu'on va changer son arrière-plan, la couleur, ici, à gris clair. Ici, on a un gris clair qui est proposé, mais je suis pas trop fan parce qu'il est beaucoup trop foncé à mon goût. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'en ai un personnel. Donc, vous allez cliquer sur Custom. Et ici, ok, donc vous avez différentes manières de renseigner une couleur. Ok, vous allez vous placer ici et dans RGB Sliders, vous allez entrer les valeurs suivantes. Donc, la première, c'est 241, la deuxième, 243 et la troisième, 245. Vous faites Entrée et donc voilà. Ce gris clair là me plaît davantage. Vous voyez, il est très très discret, voilà. Et enfin, vous allez changer sélection à None, ok, comme ceci. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on clique sur la cellule, sa couleur ne change pas, ok? Génial. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher un objet ImageView, ok, tout simplement.
et vous allez le placer, peu importe ici. Bon, moi je le place comme ça, mais peu importe, ok? Puisqu'on va changer sa taille tout d'abord. Donc ici, vous allez changer sa largeur, sa width à 24 et sa hauteur à 18. Comme ceci, vous faites entrer, ok? Et pareil, Et donc ce qu'on veut, c'est que cette image, qu'on va changer en photo d'ailleurs, donc ici, soit vous tapez photo, et vous faites entrer, sinon vous sélectionnez photo directement dans la liste déroulante. Et donc là, on a notre image, ok? Nous, on veut la placer au centre de la cellule. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce bouton-là, Align, et vous allez cliquer sur Horizontally in Container et Vertically in Container. Et vous allez ajouter les deux contraintes. Ok? Et donc là, vous voyez que notre objet ImageView est bien au centre de la vue. Ensuite, donc là, pour la cellule 1, on a terminé. On va passer à la deuxième. Donc vous cliquez dessus. Là, vous voyez qu'on est passé à la deuxième. Vous pouvez fermer la première si vous le souhaitez. Concernant la deuxième, vous allez changer sa hauteur à 88. Mais je crois que pour le cours, on a besoin de changer la hauteur des 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4. Vous devez sélectionner 4 cellules après la première. OK. Et dans Size Inspector, on va écrire 88. Voilà. Donc ça, comme ça sera fait d'une pierre deux coups. Et donc pour cette deuxième cellule, on a changé sa hauteur. Et maintenant, OK, d'accord. Donc on n'a pas fini. On va même faire autre chose. Donc vous maintenez encore une fois ces 4 cellules sélectionnées et dans Attribute Inspector, vous allez changer sélection à none, ok, comme ceci. Encore une fois, ça permet au fait que la cellule ne changera pas de couleur si on la sélectionne, d'accord? Ok, donc on va commencer le design de cette deuxième cellule maintenant. Donc vous allez chercher un label nom. Donc vous allez taper label, vous allez prendre cet objet, vous allez le placer comme ça par exemple. Ok. Ici, vous allez changer le titre à nom. Ok, en majuscule. Ok, et vous allez changer le style ici à headline. D'accord? Comme ceci. Vous faites done et là, vous allez changer la couleur à, si je ne me trompe pas, à gris foncé. Donc, ça veut dire dark gray. Ok? Cool. Ensuite, on va aller chercher un objet text field. Ok. Donc ça, c'est un objet dans lequel l'utilisateur peut écrire, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer tout d'abord son titre ici à placeholder. Donc placeholder, en fait, c'est le texte qui apparaît tout simplement comme ici, c'est-à-dire pour indiquer à l'utilisateur quoi écrire, mais une fois que l'utilisateur commence à écrire dessus, le texte disparaît, d'accord? Donc retenez bien ça, placeholder. Et donc ici, on va mettre écrire le nom du café, par exemple. Ok, vous faites entrer, d'accord. Et donc vous allez changer son style pour les bords à nul, ok, parce qu'on veut pas de bords. Donc vous faites ça, d'accord. Ok, et enfin, ce qu'on va sûrement faire, on va changer sa couleur d'arrière-plan pour qu'il soit visible. Donc là, dans Background, vous allez prendre celui-ci. Donc ça, c'est toutes les couleurs qu'on utilise. Donc je crois que ça, c'est la dernière qu'on a utilisée. C'est notre gris clair personnalisé. Ouais, c'est bien le cas. Et donc voilà. OK. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux objets, comme d'habitude. On va en faire une stack view. Donc ici, vous allez sélectionner stack view. Et donc là, les deux objets ne font plus qu'un seul bloc. OK? Cool. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, du coup, pour vous assurer d'être bien sur la stack view dans Document Outline, et vous allez cliquer sur Add New Constraints, ok, ajouter de nouvelles contraintes. Ici, vous allez mettre 5 pour le haut, gauche-droite, vous allez mettre 2, et en bas, vous allez mettre 1. Et aujourd'hui,
vous allez laisser cette option cochée, Constraint to Margins, d'accord? Et vous faites ajouter 4 contraintes, comme ceci. Ok, et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'alignement à fil, comme ceci, d'accord? Et on va changer le spacing, c'est-à-dire l'espacement à 5, comme ça. Voilà, d'accord. Et donc maintenant, il faut reproduire cette, comment dire, ce design pour les 3 autres cellules qui arrivent après, parce qu'on aura le type, on aura l'adresse et on aura le téléphone. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais, plutôt que de répéter ces différentes manips plusieurs fois, on va recopier cette stack view et juste changer les titres. Et donc pour cela, vous allez ouvrir cette première cellule, vous allez rester sur stack view, vous faites copier-coller. Donc là, on a une seconde stack view qui apparaît. Vous la chopez et vous la glissez jusqu'à cette cellule et vous assurez bien d'avoir ce trait bleu, ok, et vous relâchez. Et donc là, vous voyez que notre nouvelle stack view apparaît bien euh, dans la cellule suivante. Ok. Et donc là, vous vous placez dessus et vous changez déjà les titres. Donc là, c'est le type, comme ceci. Vous faites entrer. Ok. En dessous, c'était écrire le nom, non, écrire le type du café. Écrire le type du café. Ok. Et donc là, bah, tout simplement, on se place dessus et on va lui donner, comment dire, des contraintes spatiales. Ok. Donc là, on avait dit 5, 2, 2, 1. Toujours laisser aujourd'hui cette option cochée, Constraint to Margins. Et donc, vous faites ajouter 4 contraintes. Ok. Comme ceci. Donc, on s'assure bien que l'alignement est à fil et l'espacement à 5. Donc, c'est bien le cas. Et donc, vous allez reproduire encore 2 fois cette manip. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est copier-coller. Ok. Donc, je chope cette stack view là. Je la place ici en dessous. Je relâche. Ok. Donc, je vais changer les titres. Donc, ici, c'est adresse. Adresse, comme ça. Entrée. Et en dessous, ce sera entrée l'adresse du café. Ok, et donc vous faites entrée. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à donner euh, des contraintes à cette stack view. Donc vous la sélectionnez dans Document Outline. Et ici, vous allez mettre 5, 2, 2 et 1. Toujours ça coché et vous faites ajouter 4 contraintes. Donc ça c'est fait. Et enfin, la dernière cellule. Alors, je ferme cette stack view pour avoir une meilleure visibilité. Je fais copier-coller et je chope celle-ci et je la place là. Ok, comme ceci. Donc celle-là, je peux la fermer. Et ici, donc ça sera téléphone, entrée. Et ici, on va mettre écrire le téléphone du café. Ok, écrire le téléphone du café. Vous appuyez entrée. Ensuite, on ferme la stack view, on la sélectionne, on lui donne ses contraintes spatiales. Donc, on a dit 5, 2, 2, 1. Ça a toujours coché et vous faites ajouter 4 contraintes. D'accord, génial. Et à chaque fois, ouais, on s'est assuré que l'alignement était à fil et l'espacement à 5. Donc ça, c'est très bien. Et on en arrive donc à cette dernière cellule, ok, ici. Alors pour celle-ci, tout d'abord, on va changer sa hauteur puisque c'est une cellule qui permettra à l'utilisateur de décrire le café. Donc il nous faut une cellule plus grande pour la description. Donc ici dans Size Inspector, vous allez mettre 125 pour la hauteur et donc vous faites Entrée. OK. Ensuite, on va aller chercher un label tout simplement. OK. Qu'on va placer ici. OK. Quelque chose comme ça. On va changer le titre à description. OK. Cool. Et donc, on va sûrement mettre ici headline. OK. Et là, on va mettre dark gray, comme ceci. OK. Pour que ce soit le même label que les autres. D'accord.
Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher non pas un objet text field, mais on va aller chercher un objet text view. Donc là, j'ai fait exprès de taper text pour que vous ayez les deux objets qui apparaissent. Et donc, il faut comprendre que text field et text view sont quasiment similaires. La seule différence, c'est que text view vous permet d'écrire plusieurs lignes, un grand texte si vous préférez, alors que text field, c'est vraiment des informations qui tiennent sur une seule ligne, d'accord? Comme une adresse mail, comme un nom ou comme un numéro de téléphone, alors que text view, vous pouvez raconter votre vie, par exemple. Ok, donc cette fois, comme la description peut être longue, on va la prendre. On va prendre l'objet text view et on va le placer comme ceci. Voilà. Ok. Et donc, nous, on va changer ce texte par défaut par euh, un. On va écrire un très bon café à essayer comme ça. Ok. Entrée, d'accord. On va changer la couleur de son arrière-plan. Donc ici, dans Custom, je crois qu'on va... Non, je crois qu'il apparaissait même ici. Attendez. Donc je crois que c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est très bien. Et on va changer le style de sa police à body. D'accord? Body qui est vraiment un style pour vraiment de la description, qui est pour du texte. Cool. Et donc ensuite, comme d'habitude, on sélectionne les deux objets. On va les mettre dans Inside View pour qu'ils forment qu'un seul bloc. Et là, on va donner les mêmes contraintes que les autres cellules. Donc, on avait dit 5, 2, 2 et 1. OK, donc on recoche Constraint to Margins. Et là, vous faites ajouter 4 contraintes. Comme ceci, d'accord? Donc ensuite, vous changez l'alignement à fil pour que ça prenne tout le bloc. Là, vous voyez que, par exemple, le texte View est vers la gauche. Nous, on veut qu'il prenne vraiment tout le bloc. Donc vous faites fil. OK. Et l'espacement, on avait dit 5. OK. Et donc on n'a pas fini le design de notre vue nouveau café. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous placer sur ce Table View Controller. OK. Ensuite, vous allez dans Editor, dans Embed In et vous allez faire Navigation Controller, comme ceci. D'accord? Et donc là, normalement, on va avoir un Navigation Controller qui apparaît, donc comme ceci. Et donc ça nous permettra d'avoir sur la vue, dans cette partie-là, voilà, une barre de navigation, tout simplement. D'accord? OK. Donc on va réouvrir la section de droite parce qu'on va avoir des modifications à faire. La toute première chose, c'est qu'on va donner un titre à la barre de navigation. OK? Donc pour cela, vous allez vous placer ici. OK? Et dans Title, vous allez écrire Nouveau café. OK? Comme ceci. Ou même sans le E, je sais pas. Sans le E, si, on va laisser comme ça. OK. Nouveau café. D'accord. Or, moi, comme je voulais, comment dire, adopter ce style-là, c'est-à-dire des caractères larges, ce qu'on va faire, c'est que vous allez dans Document Outline, vous placez ici, dans Navigation Bar, OK. Et ici, vous allez dans Attributes Inspector, cocher ça. Et une fois que je vais cocher cette option, vous allez voir que le nouveau café va changer ici. Regardez. Vous voyez? Voilà. Donc là, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a, sans avoir écrit une seule ligne de code, on a réussi à créer un formulaire statique et quasiment le design complet de notre vue Nouveau Café. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier bien évidemment cette vue à notre vue, comment dire, principale, pour que lorsqu'un utilisateur, par exemple, appuie sur un bouton Ajouter ici, il est basculé dans cette vue et ensuite il peut renseigner les différentes informations concernant le nouveau café. Ok? Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est que dans la logique, on va rester dans une logique. Donc comme je vous ai dit, ce sera à partir de cette vue. Ok? Celle-ci, la vue principale, c'est-à-dire celle qu'on a là en ce moment dans le simulateur. Ici, il faut qu'on rajoute un objet rajouté. Enfin, ouais, un bouton rajouté. Donc pourquoi je n'arrive pas à sélectionner? Ok. Je vais me placer comme ça. Ici, dans Object Library,
je vais taper bar button, ok. Et donc là, vous voyez, j'ai cet objet bar button item. Il a les mêmes caractéristiques qu'un bouton, on va dire, générique normal, sauf que celui-ci est spécifique aux barres de navigation, d'accord? Alors là, comme notre bouton ajouter sera dans la barre de navigation, c'est ce bouton-là qu'il faut utiliser. Donc, vous le chopez et vous le relâchez comme ceci, ok? Génial. Et donc là, dans la section de droite, alors déjà, il n'aura pas de titre, donc vous enlevez, vous faites entrer. Par contre, il aura une image. Euh, l'image sera plus, ok? Plus euh, pour ajouter, ok? Donc soit vous écrivez le nom de l'image, de l'icône, pardon, et vous faites entrer, soit vous allez le chercher dans la liste déroulante, d'accord? Ensuite, vous allez changer sa teinte en noir, ok? Donc black color. Et comment je sais que c'est plus? Bah, tout simplement, c'est l'icône qu'on a été chercher au début du cours. Donc là, vous voyez plus, voilà, plus. Je n'invente rien, j'utilise juste les noms des icônes qu'on a importées. Cool. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer, bien évidemment, maintenant une certaine liaison. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous vous placez sur le bouton plus, vous appuyez CTRL sur votre clavier et vous tirez jusqu'à la nouvelle barre de navigation. Ok, ici vous relâchez et là vous allez choisir Present. Vous allez choisir Present Modally comme ceci. Donc là vous voyez qu'on a une liaison qui se crée. Vous cliquez sur cette liaison et dans la section de droite, dans Attributes Inspector, on va lui donner un identifiant. Donc l'identifiant, je vais garder le nom que j'avais donné dans mon cours en anglais. Donc j'avais mis add café, qui veut dire tout simplement ajouter café. Ok, et donc maintenant, toujours dans cette logique, regardez, on va lancer le simulateur, je vais voir si ça fonctionne. Donc si on a un moyen d'arriver dans cette nouvelle vue, la logique voudrait qu'on ait aussi un moyen de quitter cette vue si on ne veut plus, par exemple, ajouter un nouveau café. Donc là, vous voyez bien qu'on a un bouton plus qui apparaît, qui est plutôt sympa. Je clique dessus, et là, j'ai ma vue, ok? Donc là, j'ai ma vue avec mes différents formes, enfin, avec mes différents champs à renseigner. Par contre, j'ai aucun moyen de quitter cette vue. Donc c'est problématique. Pendant qu'on y est, on va faire une petite chose rapidement, avant que j'oublie. Vous voyez, entre chaque cellule, on a un séparateur, c'est-à-dire ce trait qui apparaît. On va l'enlever, j'aime pas trop. Donc pour cela, vous vous placez dans Table View. Le Table View qu'on vient de créer, c'est-à-dire celui nouveau café. Ok, donc comme ceci. Et ici dans Separator, vous mettez None. Ok. Et donc là, vous allez relancer le simulateur et on va voir le design de ce formulaire sans les séparateurs, sans les lignes. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus net et beaucoup plus joli. Voilà, donc c'est beaucoup plus stylé si vous préférez. Ok. Et donc là, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, il nous faut un moyen euh, pour quitter cette vue. D'accord. Alors pour ceci, il y a deux choses à faire, bien évidemment. Tout d'abord, créer un bouton quitter dans l'interface, mais aussi dans le code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va rajouter dans le design ce fameux bouton. Donc vous allez vous placer ici. Ok. Dans la vue nouveau café. Et ici, on va encore aller chercher un bouton bar button. Ok. Qu'on va placer ici par exemple. Ok. Et donc là, pareil, on va changer son titre à nul. Ok. Donc vous enlevez, vous faites entrer. Et l'image, moi je sais qu'elle s'appelle close. Et vous faites entrer. Donc là, on a notre croix. Pareil, vous changez la teinte. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Peu importe, ça m'est égal. Ça, c'est votre personnalisation. Personnellement, je vais garder le noir pour le cours. Ok. Et donc là, maintenant qu'on a créé le bouton, il faut créer l'action Unwind. C'est ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente. Or, je vous ai dit que l'action Unwind s'écrit dans le contrôleur de destination. Donc, la logique voudrait que quand on quitte cette vue, nouveau café, eh bien, on revient dans ce contrôleur initial. C'est notre contrôleur Café Table View Controller. D'accord? Donc, c'est ici, dans ce contrôleur de destination,
où on veut retomber, qu'on va écrire notre, notre action retour. Ok, donc vous allez vous placer ici, par exemple. Vous allez écrire @ibaction. Vous allez mettre func, qui dit action dit fonction. On va mettre fonction, je sais pas, retour page principale, segue, page principale, ok, avec un paramètre UI storyboard segue, d'accord. C'est-à-dire la liaison, il nous faut une liaison qui nous permette de revenir en arrière. Et donc là, dans la fonction, vous allez écrire dismiss, donc ça c'est la fameuse propriété qui permet de quitter une vue, et vous mettez true, et vous mettez completion nil, comme ceci, ok. Donc une fois que cette action est créée, il faut retourner dans l'interface et relier tout simplement le bouton à cette action. Donc le bouton c'est celui-ci, ok, donc vous vous placez dessus, et vous savez que pour les fonctions retour, on se place sur ce bouton exit. Qui dit exit dit sortie de secours, moyen mémotechnique, ok, donc contrôle, on clique ici, on relâche, et là on choisit notre fonction retour page principale. Voilà, cool. Donc là on va refaire un essai pour que je vous montre. Et normalement, on va pouvoir quitter cette vue nouveau café si on n'a pas envie de renseigner de nouveau café. Donc là, moi j'arrive dessus. Ok, bon bah finalement je me dis que j'ai pas envie de renseigner de nouveau café. J'appuie sur croix et la vue disparaît. Donc ça c'est une très bonne chose. Ok. Ensuite, donc si vous avez remarqué dans le design que j'ai montré dans la démo, dans l'introduction, les coins de ces champs, normalement, sont, comment dire, arrondis, ce qui n'est pas le cas ici. Et donc, pour cela, il faut comprendre que ce n'est pas proposé dans la classe, on va dire, générique UI Text Field. Et donc, c'est à nous de créer une classe personnalisée et de rajouter ces fonctions, d'accord? Ces propriétés. Et donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va créer une nouvelle classe dans Vue. Ok, donc vous allez faire New File. Vous allez choisir un fichier Cocoa Touch Class. Et ici, vous allez tout d'abord changer la sous-classe, ouais, la classe mère, on va dire, à UI Text Field. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Ok. Et donc là, je vais l'écrire en anglais, c'est plus pratique. Rounded Text Field, d'accord? Ok. Et donc là, vous allez faire Next. Et vous allez faire Create. Donc là, on va avoir notre classe qui apparaît, donc c'est très bien. Et donc déjà, on peut enlever cette fonction proposée par défaut dont on n'a pas besoin. Et donc là, vous allez écrire let padding. J'écris et je vous explique juste après, ok? UI Edge Insets, ok? Donc là, on crée un objet, en fait, auquel on va donner certaines dimensions, ok? Donc, sa partie du haut sera égale à 0, left égale 10, bottom 0 et right 10. Donc ça veut dire que notre texte, déjà, quand on écrira ensuite, de gauche et de droite, il y aura un espacement de 10. Parce que là, vous voyez par exemple que le texte est collé, euh, ouais, est collé à notre champ, donc c'est pas terrible. Donc là, on va mettre une distance de 10 points et ici aussi, ok? Une fois qu'on a créé ces dimensions, on va les appliquer à nos fonctions, ok? Alors, la première fonction dont on va avoir besoin, c'est textRect. TextRect, normalement, ouais, celle-ci. Et donc là, vous voyez qu'elle attend en retour un rectangle. Donc, vous allez faire return, et vous allez écrire bounds, set, c'est ça, inset, ouais. Et donc là, il attend un objet de type UI
hedge inset. Alors, c'est ce qu'on a créé juste au-dessus. Donc là, vous avez juste à mettre padding comme ceci. OK, cool. Ensuite, il faut override, c'est-à-dire il faut réécrire par-dessus la fonction placeholder. En gros, c'est des fonctions qui ont déjà des, comment dire, des valeurs par défaut. Et quand on met override, c'est qu'on écrit une autre valeur par-dessus. Ok, donc là, comme nous, on a notre dimension à nous, on veut que ce soit celle-ci qui soit utilisée. Donc placeholder, je vous avais expliqué, c'est le texte qui apparaît comme là, écrire le type du café. Et donc, il faut aussi changer, ces dimensions. Ok, donc placeholder rect, donc ça, c'est cette fonction. Et ici, vous allez mettre return. Pareil, en gros, vous allez réécrire bounds.in.inset. Ok, et ici, vous allez mettre padding. Ok. Et enfin, vous allez écrire editing rect. Ok. Vous allez écrire editing rect et pareil, vous allez retourner bounds.inset padding comme ceci. Ok. Donc ça c'est pour la création du rectangle. Ça c'est pour la partie du texte qui apparaît par-dessus ce rectangle. Et ça c'est la fonction pour la partie que nous on va écrire. Ok, donc je m'exprime peut-être pas assez bien, mais en gros, il faut renseigner ces trois rectangles pour avoir ce rectangle-là. Parce qu'il faut se dire qu'il y a trois couches. Donc il y a le rectangle initial, après il y a la couche placeholder, et par-dessus il va y avoir une troisième couche, c'est celle qu'on écrit, d'accord? Ok. Ensuite, on va override une dernière fonction, c'est layout subviews. Vous allez écrire super layout comme ceci, ok. Donc là, comme on réécrit par-dessus une fonction vue, je crois qu'il faut faire appel à super.layoutSubviews. Il faudrait que je me renseigne davantage, mais c'est ça en gros. Et après, vous écrivez self.layer.cornerRadius est égal à 5. Et donc cette fonction-là, cette méthode-là, c'est pour avoir les coins arrondis, ok? Et donc layer.mask to bounds est égal true, ok? Cool. Voilà. Et donc là, la logique, c'est quoi? Là, la logique, c'est que jusqu'à maintenant, ces champs-là, vous voyez ces champs-là, qui sont de type UI text field, eh bien, ils utilisent la classe générique. Or là, nous, on vient de créer une classe personnalisée, spécifique, qui découle de cette classe. Donc, ça veut dire quand on écrit cette ligne, ok, ça veut dire que cette classe-là, Rounded Text Field, elle récupère toutes les fonctions, toutes les méthodes de celle-ci. En plus de cela, elle a les siennes, ok? Et donc, on dit que ça, c'est la classe fille, ok? Et ça, c'est la classe mère. Ou sinon, ça, c'est la sous-classe et ça, c'est la superclasse. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une question d'héritage, ok? Et donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que pour qu'on puisse appliquer maintenant ces fonctions à ces objets, il faut retourner dans main.storyboard, ok. Et ici, on va les sélectionner un par un. Donc déjà, vous ouvrez la section de droite. Là, je le sélectionne. Et dans Identity Inspector, vous voyez Custom Class, c'est-à-dire classe personnalisée. Là, ce qui apparaît, c'est UI Text Field. Or, nous, comme je vous ai dit, on a créé une classe personnalisée. Et donc, c'est celle-ci qu'il faut choisir. Comme ceci, d'accord? Donc, vous faites ça pour les 4 champs. Pas pour le dernier, bien évidemment. Ok, comme ceci. Et enfin, comme ceci. Ok. Et donc là, on va essayer. Donc j'arrête le simulateur, je relance. Et normalement, notre formulaire devrait avoir, pour les champs à renseigner, des coins arrondis. Alors, donc plus. Et donc là, vous voyez, bon, peut-être que vous ne voyez pas, mais moi je le vois très bien. Donc nos coins sont arrondis. Ok, donc ça c'est une très bonne chose de faite. Ok, et donc maintenant,
on va faire un essai. Par exemple, si j'appuie sur un des champs, donc déjà, on n'a pas de clavier qui apparaît. Pour faire apparaître le clavier dans le simulateur, vous appuyez sur commande et K, comme ceci. Voilà. Pareil, si vous voulez le faire disparaître, commande K, ok. Donc, commande tout simplement pour envoyer une commande. Et pourquoi K? Parce que en anglais, clavier, c'est keyboard. D'accord? Donc, keyboard commence avec un K. Moi, il y a mes mots techniques. Donc, pour apparaître et faire disparaître un clavier. Or, si j'écris une valeur, peu importe, donc soit vous l'écrivez ici, soit vous l'écrivez sur votre clavier physique, et que je fais retour, je n'accède pas à la prochaine, comment dire, au prochain champ. Donc ça, c'est problématique et on va y remédier, d'accord? Et donc, comment on va faire pour pouvoir jouer avec ces différents champs? Eh bien, il y a une astuce, c'est que ces champs-là, text field, ils ont ce qu'on appelle un tag, d'accord? Et donc, en fonction de la position de chaque cellule, c'est-à-dire chaque objet, on peut lui changer son tag. Donc, on peut dire par exemple celui-ci tag 1, tag 2, tag 3, tag 4. Et donc, ça nous permettra dans le code de pouvoir interagir sur ces objets, ok? Et donc là, ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va créer, on n'a pas encore créé comment dire, de contrôleur pour cette vue-là, donc on va le faire tout de suite. Donc vous vous placez sur contrôleur et vous allez faire clic droit, New File. Vous allez choisir Cocoa Touch Class. Et donc on va créer une classe Nouveau Café, comme ceci, ok. Même Nouveau Café contrôleur, qui sera de type, donc on a dit qu'on avait utilisé quoi au début du cours? Un objet UI Table View Controller. Donc c'est ce qu'il faut renseigner ici. Ok, donc UI Table View Controller, cette partie-là, vous pouvez l'enlever. Ensuite, vous allez sauvegarder ce fichier dans le projet. Et donc là, tout d'abord, vous pouvez soit mettre en commentaire, soit supprimer carrément ces deux fonctions qu'on renseigne d'habitude lorsqu'il s'agit d'une table view dynamique. Là, comme elle est statique, on n'a pas besoin de renseigner ces deux méthodes, donc vous les supprimez, ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer les différents outlets présents ici, d'accord? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 text view, text field, donc il faut les renseigner, ok? Donc vous mettez @iboutlet comme ceci, vous écrivez var non text field de type rounded, bien évidemment, ok? Comme on l'a fait juste avant, c'est qu'on a changé la classe de UI text field à rounded text field, d'accord? Donc il faut vraiment être comme dans l'interface, d'accord? Point d'exclamation, comme d'habitude, et ensuite vous ouvrez les accolades et vous allez mettre dit7. Donc ça, c'est la propriété qui nous permet de personnaliser notre objet avant qu'il soit appelé à l'écran. Donc on a dit name text field, non, c'est en français, non text field, point tag. Donc celui-ci, il sera égal à 1, ok. Non text field, point, on fait appel à cette méthode become first responder. Donc on va dire que c'est le premier champ à renseigner quand on arrive dans cette vue, ok. Et on va mettre non text field.delegate est égal à self, ok. Ensuite on va continuer, donc il faut faire ça 4 fois. @iboutlet var, donc ensuite c'était type text field, ok, comme ceci, qui est de type rounded text field, ok, comme ça, dit7. Et donc là, si vous avez bien suivi la logique, on a dit que celui-ci, son tag, ça serait le prochain. Donc on va mettre 2, ok, et on met type text field pour un delegate est égal à self, ok. Ensuite @iboutlet var adresse text field
de type round text field, comme ceci. OK, 17. Et là, vous mettez pareil, adresse textfield.tag est égal à 3. Et là, vous allez mettre adresse textfield.delegate. OK. Et donc là, il y a écrit the receiver's delegate. OK, donc je pense que c'est pour dire l'objet qui reçoit les informations. Donc, forcément, lorsque l'utilisateur écrit dans ce champ, c'est bien ce champ qui reçoit les informations. Donc, c'est pour ça qu'on met self, qui veut dire lui-même en anglais. OK. Ensuite, @ebayoutlet var téléphone text field. On va y arriver. OK. Rounded text field. Comme ceci. OK, 17. Téléphone text field. .tag, c'est ça, est égal 4. Donc téléphone textfield.delegate est égal lui-même. Et enfin, le dernier, @ebayoutlet var description. Donc là, c'était l'objet textView et non textField. Donc vous mettez textView qui est de type UI textView. Parce qu'on n'a pas changé cet objet-là. OK. Et donc là, 17, comme ceci, et vous allez écrire description textView.tag est égal à 5. OK. Description textView.layer. Et donc là, on va l'écrire directement pour que lui aussi ait les coins arrondis. Donc il y a deux lignes à écrire à chaque fois. La première, c'est layer.cornerRadius. Vous mettez 5. Et l'autre, c'est description.layer.mask2bounds. Masks to bounds. OK. Et vous mettez true. OK. D'accord. Et donc là, comme on a fait appel à la propriété delegate, il faut le renseigner dans, comment dire, dans les protocoles. OK. Pour utiliser le delegate, c'est ça que je voulais dire, il faut faire appel au protocole de UI text field. D'accord. Donc vous écrivez UI text field parce que lui-même, il s'occupe juste, lui, il s'occupe juste des, comment dire, de l'objet, ok? Il s'occupe pas de recevoir les infos. Donc lui, il nous est pas utile. Il faut juste écrire UI text view delegate et lui, il se charge du traitement des informations. Voilà. Et vous voyez que là, les différentes erreurs ont disparu. Ok. Et donc ça nous permet aussi de, comment dire, pouvoir utiliser une méthode qui nous permettra d'interagir sur les différents champs, de passer du premier au prochain par exemple. Ok. Donc là on peut mettre par exemple, je sais pas ici, marque, comme ça, deux points, tiret, fonction pour les, je sais pas moi, pour les text fields par exemple. Ouais, c'est en bonus ces commentaires, vous n'êtes pas obligé, c'est juste que ça nous permet de les avoir ici, ok. Ok, et donc là vous allez mettre la fonction qu'on va appeler c'est textField should return. Ok, moyen mémotechnique en anglais return ça veut dire retour, donc c'est cette fonction dont on a besoin pour passer d'un champ à un autre. Ok, voilà. Donc là on va écrire if let prochain text field. Donc là on crée un objet qui doit d'abord répondre à une condition. Si le prochain text field est égal à, déjà on est dans notre vue et ensuite on utilise la propriété view with tag, donc c'est là où on va utiliser nos tags à text field. Donc text field c'est cette propriété là, ok. Point tag bien évidemment plus 1, ok. Donc ça veut dire que
s'il y a un prochain, comment dire, euh, champ à renseigner, c'est pour ça qu'on a mis +1, alors en appuyant retour, eh bien, on quitte le text field initial, donc resign, c'est-à-dire on le quitte, et on arrive au prochain. Donc là, le prochain, point, become first responder. Et donc, en gros, vous lisez cette ligne comme le prochain devient le champ à renseigner. D'accord? Voilà. Et bien évidemment, ici, si vous commencez à comprendre, cette méthode, elle attend, enfin, elle a une flèche. Donc déjà, ça veut dire qui dit flèche dit return. Ensuite, elle attend un booléen. Et donc, nous, forcément, on va mettre true puisqu'on veut que ça soit vrai. D'accord? Ok. Donc là, on crée, on vérifie s'il y a un prochain text field, c'est-à-dire après description, par exemple, il n'y en a pas, donc ça, en appuyant retour, ça ne passera pas à quelque chose après. Et si c'est le cas, eh ben, le text field dans lequel on était, on le resign, c'est-à-dire on le quitte, on le laisse, on l'abandonne, on le lâche, et donc le prochain, eh bien, il devient celui à renseigner. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout d'abord aller relier tout ça. Donc, on va aller dans main.storyboard avant de pouvoir essayer dans notre simulateur. Et donc là, déjà, vous voyez que notre TableViewController n'a pas de nom spécifique, il a toujours le nom générique. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas relié encore à la classe personnalisée. Donc vous allez dans Identity Inspector et ici vous allez chercher Nouveau Café Controller. Et là vous voyez que son nom il passe à Nouveau Café. Donc ça c'est une chose de faite. Et puisque son nom a changé, on peut accéder à ses propriétés et surtout à ses outlets. Donc là, vous appuyez CTRL, vous rappuyez dessus. Donc on a un petit menu qui apparaît et donc là on va relier tous nos objets un par un. Donc adresse text field, il va avec adresse. OK. Description text view, il va là. OK. Admettons par exemple que vous reliez quelque chose sans faire exprès, vous vous êtes trompé. OK. Ce que vous pouvez faire, c'est que ici, vous pouvez faire croix. D'accord? Et ça disparaît. La liaison disparaît. Voilà, donc à savoir aussi. Et donc là, nom. Le nom, je vais mettre ça. OK. Téléphone. Et enfin, type text field qui est là, comme ceci. OK. Et donc là, on a relié tous nos outlets et je pense qu'on peut faire un essai. Donc j'arrête mon simulateur, je le relance. OK, donc ici, on appuie sur plus. D'accord. J'appuie sur commande K pour faire apparaître mon clavier. Et donc j'écris n'importe quoi, j'écris blablabla, on s'en fout. Et là, on va voir ce qui se passe si j'appuie sur retour. Et vous voyez qu'on passe bien à la section d'après. Et si je rappuie encore sur retour, à la section d'après. Donc ça c'est très bien. Ça veut dire que notre méthode fonctionne correctement. OK. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, donc là, ça va être du bonus. Moi, ce que je veux, c'est qu'on personnalise notre barre de navigation pour qu'elle ait le même rendu que celle-ci. D'accord? Parce que là, pour le moment, celle-ci est noire et n'a pas le même rendu que cette barre de navigation-là. OK? Et donc pour cela, rien de plus simple, on va aller dans notre contrôleur Nouveau Café et on va mettre à jour notre méthode ViewDidLoad. Donc c'est la méthode qui est chargée au début de chaque vue une seule fois. OK? Et donc on se place ici. OK? Et donc on va écrire personnalisation de la barre de navigation. OK? Et donc là vous écrivez ça va vous faire rappeler une de mes précédentes vidéos qui traitait spécifiquement des barres de navigation. Donc c'est navigation controller.navigationbar.tintColor est égal white, donc la teinte on veut qu'elle soit white. Ensuite navigation controller.navigationbar.shadowImage, et donc là on avait créé un objet UI image tout simplement vide comme ceci. Et ensuite pour avoir ce rendu, bien moi je vais aller tout simplement copier les lignes de code parce qu'elles sont un peu longues. Donc ici, dans
notre feedload, vous voyez, on avait écrit déjà personnalisation de la barre de navigation. Et donc là, vous recopiez juste ça. Ok, donc copier. Et dans Nouveau café, vous faites coller comme ceci. Et donc là, on va arrêter le simulateur, on le relance. Et normalement, la modification doit être appliquée. Ok, et donc là, vous voyez très bien, notre barre de navigation a bien pris en compte la personnalisation. Cool. Et donc, on en arrive à la partie centrale de ce cours et à la dernière partie, c'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, ok, eh bien, l'utilisateur va pouvoir accéder soit à l'appareil photo de son iPhone ou à son album photo et ensuite il pourra sélectionner, comment dire, une photo. D'accord? Alors, je voulais vous montrer une petite astuce. Même pour votre simulateur, vous avez le droit, regardez, si je fais commande Shift H, donc là j'arrive sur le menu de mon iPhone et donc je crois que par défaut, où est-ce que c'est? Ouais, photo, par défaut, on a quelques images. Ok, ok, bon, là je vois qu'elles apparaissent déjà parce que, euh, attendez, vous savez quoi, je vais les supprimer parce que je les avais importées pour préparer mon cours. Donc là, je les supprime. Et donc là, vous avez uniquement, comment dire, les photos proposées par défaut. Voilà. Or, vous avez le droit d'importer vos photos dans le simulateur aussi. Donc, vous les sélectionnez et vous les faites glisser comme ceci tout simplement. Et vous relâchez. Et donc là, vous voyez que les photos apparaissent. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, voilà, pour en revenir à mon cours, donc à l'application, lorsqu'on clique ici, il faut que l'utilisateur puisse avoir le choix entre son appareil photo et son album. Donc déjà, on va visualiser ça ensemble. Donc quand je clique ici, j'ai envie qu'il y ait un objet UI alerte contrôleur qui apparaisse par le bas. Donc ça, c'était une de mes précédentes vidéos, première vidéo même, où on a le choix entre l'appareil photo, c'est-à-dire la caméra, et l'album photo. Et donc déjà, on va créer cet objet UI Alert Controller et ensuite, on créera les actions adéquates. D'accord? Ok. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va se placer dans le contrôleur Nouveau Café. Et donc, puisque c'est une action qui va débuter lorsqu'on clique sur cette cellule, donc déjà, on fait appel à la méthode didSelectRow. Et donc, c'est la méthode lorsqu'on sélectionne une cellule. Ok, donc comme je vous ai dit, on va écrire ça. Table view, table view, je sais pas, delegate, je crois qu'elle faisait partie des delegates. Ok, et vous allez écrire did select row at, c'est celle-ci, vous la sélectionnez. Et donc là, on va suivre une logique pour créer cette méthode. Donc déjà, on veut que cette alerte contrôleur qui apparaîtra par le dessous, il n'apparaisse que pour cette cellule-là et non pour les autres. Ok. Donc tout d'abord, il faut verrouiller son index. Il faut verrouiller l'action par son index. Donc cette action ne commencera que si on écrit if let if indexPath .row est égal à 0. Donc si l'index de cet indexPath est égal à 0, seulement à cette condition-là, l'alerte contrôleur apparaîtra. D'accord? Voilà, donc on ouvre les accolades et donc tout ce qu'on va écrire dedans ne fonctionnera que pour cette cellule. Ok? Et donc là, on va écrire let photo source request controller est égal UI alert controller. Et vous choisissez celui-ci. Donc là, vous mettez deux guillemets,
vous faites vide parce qu'on n'aura pas de titre. On va avoir un message plutôt et vous allez écrire choisissez, tout simplement choisissez votre photo. Voilà, comme ceci. Et donc le texte, donc le style, ça sera Action Sheet puisqu'on veut que ça apparaisse par le bas. Si je mettais le style à alerte, le menu, enfin, le champ apparaîtrait par le milieu, ok? Enfin, au milieu plutôt. Ok. Et donc là, on va créer les différentes actions. Donc la première, ça va être LED caméra action. Les lignes de code suivent toujours une logique, d'accord? UI alerte action. Ok, vous prenez celui-ci. Et là, on va mettre appareil photo. Appareil photo. Ok. Le style, on va mettre par défaut, tout simplement. Et handler, on va mettre, vous allez appuyer sur entrée, comme ceci. Donc, ce handler, ça veut dire que c'est l'action qui va découler si on sélectionne appareil photo. Donc déjà, ça attend une action. OK. Et ici, vous allez écrire if UI image picker controller .isSource type available .camera. D'accord, camera qui veut dire appareil photo. Donc en gros, ça veut dire que si la source, la provenance, c'est l'appareil photo, alors notre image picker, sera du type UI image picker controller avec des parenthèses vides. Donc là, on a créé l'objet, entre guillemets, image picker.allows editing est égal à false. Ça veut dire qu'on on peut pas éditer cette cellule, ce qui est normal, ok? Et ensuite, image picker, on reconfirme que la source, c'est bien la caméra, d'accord? Donc, point caméra, ok? Et donc ensuite, on présente le résultat, donc self-present. Alors, image picker, là, je ne sais pas pourquoi Xcode ne nous propose pas toute la fonction, donc il faut la réécrire. C'est pas grave. Et donc là, je crois que c'est completion. Et là, on met nil. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une première action de créer. Ok. Là, on va créer la seconde pour l'album photo. Donc vous pouvez mettre let. Allez, on va mettre album photo action. Comme ça vous parle. UI alert action. C'est ça. Ici, on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre album photo avec une majuscule. Alors, album photo. Ok. Ici, le style toujours par défaut. Et handler, vous appuyez sur entrée. Donc là, pareil, pour que cela se produise, il faut une action. Donc celle-ci, bien évidemment. Vous écrivez action, ok. Et donc là, vous allez réécrire if UI image picker controller. Donc déjà, on vérifie la source. Donc là, la source, c'est l'album photo. Et donc, c'est photo library en anglais, d'accord? Donc ensuite, let image picker est égal à UI image picker controller, parenthèse vide. Image picker point allows editing, toujours faux. On n'édite pas, on n'écrit pas par-dessus cette cellule ou cette image, ok. Et enfin, on reconfirme la source qui est cette fois-ci notre album photo. Ok, on n'oublie pas de le présenter, donc self.present. Et donc là, vous choisissez image picker, animated, true, et ensuite completion nil, comme ceci. Ok. Et donc là, vous voyez qu'on a créé nos deux actions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement les incruster, les incorporer, les intégrer, si vous préférez, à photo request controller. Donc, photo request .add action, donc ajouter une action. Et donc, on rajoute les deux. La première, c'est camera action. La seconde, c'est pareil, photo request controller.add action. Et là, on met album photo action.
comme ceci. Et enfin, on n'oublie pas, on n'oublie jamais de présenter ces différents objets. Donc là, vous voyez qu'en ayant écrit present, ça me propose bien ces paramètres-là. Donc je fais entrer et là, vous mettez photo source request controller, animated true et completion nil. Cool. Ok, donc là, normalement, comme j'avais déjà traité dans une vidéo précédente comment créer un objet UI alert controller et comment lui rajouter des UI alert action, je ne vais pas tout vous expliquer de nouveau, mais là, si on relance le simulateur, vous allez comprendre visuellement ce que ça donne. Ok? Ok, donc là, j'appuie sur plus. Et ici, si j'appuie là, normalement, vous voyez qu'on a bien, choisissez votre photo, donc appareil photo ou album photo. Ok, voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, cette partie-là, c'est le UI Alert Controller. Et donc, chaque cellule, entre guillemets, ici, c'est un UI Alert Action. Ok? Voilà. Et donc, maintenant, on va voir ce que ça donne si on clique dessus. Album photo. Ok, donc ça nous permet euh, d'accéder à l'album photo. Par contre, il faut savoir que, bien évidemment, dans le simulateur, on ne peut pas accéder à l'appareil photo. C'est uniquement possible que si on teste notre application sur un appareil physique. Et donc ça, je vous le montrerai dans un prochain cours. Ok? Par contre, moi, comme j'ai préparé ce cours en amont, j'ai dû, comment dire, déjà autoriser l'accès parce qu'en fait, quand vous cliquez sur album photo, avant de pouvoir arriver ici, vous avez une fenêtre alerte qui apparaît vous demandant à l'utilisateur s'il est vraiment d'accord pour que vous puissiez accéder à son album photo. Si vous regardez les applications que tout le monde utilise, c'est-à-dire Instagram, Snapchat ou Facebook par exemple, on ne peut pas, l'application ne peut pas accéder directement aux albums photos des utilisateurs, et encore heureux, sans leur aval. Ok? Et donc pour cela, il y a une chose à faire. Il faut aller ici dans ce fichier InfoPlist qui reprend entre guillemets comment je peux dire ça? Qui reprend un peu les configurations, si vous préférez, de notre application. J'en sais pas plus, mais c'est un fichier important, ok? Et donc là, vous vous placez peu importe sur une partie, sur la partie blanche, vous faites CTRL et vous appuyez dessus et vous allez chercher Add Row, ok? Et ici, vous allez chercher Privacy Photo Library Usage, ok? Premièrement, qui est de type string, c'est-à-dire c'est une phrase, et vous allez écrire, donc ça c'est pour l'album photo, vous pouvez écrire cafégramme par exemple, cafégramme souhaite accéder à vos photos. Après là, le texte c'est pareil, ça dépend de ce que vous voulez écrire. Et on a encore une autre fois à refaire la manip pour l'appareil photo, et donc là ce sera privacy mais camera usage. Donc vous cherchez camera usage qui est là, et vous écrivez cafégramme par exemple souhaite accéder à votre appareil photo. Voilà. Donc vous êtes obligé de faire ça, sinon votre application plante ou tombe en erreur, puisque maintenant, pour des questions de sécurité de l'utilisateur, on est obligé de lui demander sa permission, son autorisation pour accéder soit à son appareil photo ou soit à son album photo. Ok? Cool. On peut relancer l'application et voir ce que ça donne. Malheureusement, comme moi j'ai déjà autorisé ces deux autorisations, enfin ces deux comment dire, configurations si vous préférez, on ne les voit pas. Ouais, on va essayer, mais je pense pas. Donc, ouais, non. Bon, ok, c'est pas grave, mais normalement, chez vous, dans votre simulateur, euh, une fenêtre alerte devrait apparaître vous demandant si oui ou non vous êtes d'accord. Ok. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on va passer
à la partie où euh, lorsqu'on clique sur cette cellule, donc déjà on a ce menu qui apparaît. Par contre, si je choisis, admettons, cette photo, eh bien vous vous rendez compte, enfin, vous voyez bien qu'elle n'apparaît pas. Ok, donc ça c'est problématique. Et donc il faut se placer toujours dans le contrôleur Nouveau Café pour pouvoir importer dans la vue une image sélectionnée par l'utilisateur ou prise par l'appareil photo de l'utilisateur. On a besoin de deux protocoles déjà. Donc le premier c'est UI Image Picker Controller Delegate et enfin UI Navigation Controller Delegate, comme ceci. Ok. Et donc ensuite, on va mettre ça peut-être ici. Ça va nous permettre d'utiliser une fonction qui se charge d'importer l'image, la photo dans la vue. Ok. Donc là, on peut mettre, je sais pas, méthode pour les photos, ouais. Ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Et donc, cette fonction, c'est image picker controller did finish. Ouais, c'est ça. On va peut-être écrire le nom de la méthode did finish picking. Did finish picking. Donc, je crois que c'est celle-ci. Ouais. Did finish picking media with info. D'accord? Alors, avant de décrire le code dans cette méthode, on va d'abord créer un outlet, parce si vous vous rappelez bien, on a créé les outlets pour ces différents textes, champs texte, mais on n'a pas créé d'outlet pour cette partie-là. Donc là, vous pouvez le mettre tout en bas ou tout en haut, peu importe. Ici, vous mettez @iboutlet.var, et vous allez mettre photo image view, comme ceci, et qui est de type UI image view, ok? Avec un point d'exclamation, toujours. Et donc là, on va écrire, non, on va même aller d'abord relier cet outlet avant qu'on oublie. Donc là, vous faites CTRL et vous voyez que notre outlet apparaît. Vous le prenez et vous le lâchez sur ici, sur photo. Voilà, donc on a créé la liaison et là, on va pouvoir écrire le code. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout d'abord que if let, donc déjà, on crée l'objet s'il répond à une certaine condition. If image sélectionnée, comme ceci, pas terrible, attendez, comme ça. Ouais, if image sélectionnée est égale à info, donc info c'est ce paramètre-là. Ok, donc déjà vous voyez que c'est un dictionnaire. Comment je sais que c'est un dictionnaire? Bon, déjà il y a des crochets, donc soit je peux hésiter entre un dictionnaire ou un tableau. Or là, on a deux points, donc on a une partie à gauche et une partie à droite. Donc ça veut dire que c'est un dictionnaire, ok? Donc vous mettez info, donc là vous ouvrez les crochets, vous allez écrire UI image picker controller, ok? Point info key, non, point info key, point original image. Donc ça, c'est une des propriétés à laquelle on peut accéder dans ce dictionnaire qui contient plusieurs valeurs, ok? Et ici, comme ce dictionnaire contient des valeurs de tout type, il faut renseigner le type que nous on attend. Donc, nous on attend un type UI image, ok? Voilà, parce que c'est une image qu'on attend, ok? Et donc ensuite, vous allez ouvrir les accolades. Vous allez écrire un code. Juste au passage, pour les utilisateurs de Xcode 9, je crois que ça est égal à ça.
D'accord. Donc vous essayerez celui qui convient à votre version de Xcode. Donc c'est soit celui que j'ai écrit ou soit celui-ci, d'accord? Et donc là, on va mettre... Bon, déjà, j'ai fait une erreur. J'ai mis un I majuscule alors qu'on met toujours une lettre minuscule pour le début d'un nom, ok? Et donc là, on va écrire photo image view point image est égal à image sélectionnée. Ok. Donc en gros, déjà, ça veut dire que l'image qui est contenue ici, qui apparaîtra ici, c'est de la logique, hein. Eh bien, ce sera l'image que l'utilisateur a sélectionnée. Ensuite, photo image view.content mode est égal, parce qu'il faut donner un mode pour le contenu, donc on va mettre scale aspect fill, ok, et enfin, il faut que l'image ne dépasse pas le cadre, toujours, donc vous mettez clip to bounds est égal à true, ok, voilà. Et donc une fois qu'on a sélectionné notre image dans notre album photo, on veut que l'album il disparaisse. Donc vous mettez dismiss et vous écrivez completion nil, d'accord? Et bien évidemment, comme pour les autres où je vous avais parlé du delegate, c'est-à-dire ici, puisque c'est le champ qui reçoit l'information, entre guillemets, ici vous n'oubliez pas de dire que c'est bien imagePicker.delegate, c'est lui-même qui reçoit l'image, ok? D'accord. ImagePicker.delegate est égal self. Ok. Et donc, maintenant, on va faire un essai. Donc, je relance mon simulateur. On va voir ce que ça donne. OK? Alors, ici, je fais plus. Là, je clique ici. Je accède à mon album photo. Et dans Camera Roll, je choisis celui-ci. OK, donc, une bonne nouvelle, c'est qu'on a bien récupéré l'image que l'utilisateur sélectionnera. Par contre, la mauvaise nouvelle, euh, c'est que l'image n'est pas du tout, comment dire, ne satisfait pas l'encadré, ok? Alors, ça, je m'explique pourquoi on arrive à ce problème. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une question de visualisation. Là, on a créé cet objet photo image view. Vous êtes d'accord? Donc là, vous voyez que initialement, il a ces dimensions-là. Or, quand on sélectionne une image, il prend les dimensions de toute la cellule, ok? Donc, entre son positionnement initial et son positionnement final une fois que la photo est sélectionnée, ces contraintes spatiales ont changé. Vous êtes d'accord? Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut renseigner de nouvelles contraintes spatiales une fois que la photo est sélectionnée. D'accord? Donc ça, on va le faire dans le code, ici. Ok, donc vous retournez dans Nouveau café contrôleur. Et il faut se dire dans votre esprit euh, que une fois que cette image ici, dans cette partie-là, est sélectionnée, ok, et bien ensuite, avant de l'afficher, il faut qu'on renseigne ces nouvelles contraintes spatiales. Et donc, pour le cours d'aujourd'hui, je vais vous montrer ça en code et on va utiliser l'objet NSLayoutConstraint. Voilà. Donc, let euh, leading constraint, comme ceci. Donc, leading, ça veut dire gauche. Comme trailing, ça veut dire droite. Ok, donc leading constraint est égal à un objet NSLayoutConstraint qui est ici. Vous ouvrez la parenthèse et vous allez choisir celui-ci. Ok. Et donc là, il y a plusieurs paramètres à renseigner. Donc le premier, c'est l'item, c'est-à-dire l'objet qui est concerné. Nous, l'objet qui est concerné, c'est notre photo image view. D'accord? Donc vous choisissez. Dans Attributes, vous allez mettre quelle est la partie concernée. Donc c'est la partie de gauche, donc leading. Ok?
Related by, ici il faut mettre equal. Donc je pense que ça veut dire que ça sera égal à l'arête de gauche, ok. To item, photo image view point super view. Super view, ok. Ici attributes, il faut remettre leading. Ok. Multiplier, c'est 1. Et constante 0. Ok. Et donc, la subtilité lorsqu'on écrit des contraintes en code, en dur, c'est qu'il faut les activer, sinon elles ne sont pas prises en compte. Donc là, leading constraint.isActive est égal à true. Ok. Et donc, on va répéter ces deux lignes, on va dire, pour les quatre côtés. Donc, soit vous les réécrivez, moi je vais les copier-coller, comme ça. Ok, et donc là, on va changer le nom déjà. Donc là, on va mettre trailing par exemple pour la partie de droite. Copier, coller. Ok, donc là, si on suit la logique ici, on parle de trailing. Ok, ici, pareil, trailing. D'accord. Ensuite, ici, on va mettre top pour le haut. Là, c'est top. Et là, c'est aussi top. Ok. Et enfin, ici, on va mettre bottom pour bas. Copier-coller comme ceci. Et là, on va mettre bottom. Ouais, c'est ça. Et là, on va mettre bottom aussi. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Et donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on écrit des contraintes, on va dire, avec des contraintes spatiales avec l'objet NSLayoutConstraint. Ok. Et donc maintenant, on va refaire un essai. Donc j'arrête mon simulateur, je le relance. Et donc normalement, maintenant, lorsqu'on sélectionnera une image, celle-ci aura de nouveaux contraintes et satisfera toute notre partie image view. Ok, donc ici, je clique là, donc album photo. Et ici, je choisis celui-ci par exemple. Et là, vous voyez que le rendu est beaucoup plus net et beaucoup plus agréable. Ok. On peut refaire un autre essai avec une autre image. Celui-ci par exemple. Voilà. Et donc ensuite, vous renseignez les différentes informations concernant ce café et le tour est joué. Merci à vous d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Alors aujourd'hui, je vous ai montré comment on pouvait créer un formulaire statique qui permettait de recevoir des informations de la part de l'utilisateur dans l'application. Ensuite, je vous ai montré comment on pouvait accéder à la caméra, mais aussi à l'album photo dans un iPhone. Et enfin, je vous ai montré comment on pouvait configurer des contraintes spatiales en dur dans le code. Voilà, donc ce que je peux vous conseiller, c'est de refaire encore une fois ou deux fois ce tuto pour que vous compreniez toutes les connaissances que je vous ai transmises aujourd'hui. Ce cours est très important pour la suite. Et donc dans le prochain cours, on verra comment on peut ainsi sauvegarder les données renseignées par l'utilisateur dans l'application. C'est ce qu'on appelle le core data. On verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Si vous avez apprécié ce cours, lâchez-lui un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Salut!